Les grandeurs physiques liées à la quantité de matière. Bonjour, on va commencer aujourd'hui notre premier rappel de chimie pour les classes de première sur les grandeurs physiques liées à la quantité de matière. Alors tout d'abord, grand 1, quantité de matière. Premièrement, la mole. Alors c'est quoi la mole? Alors la mole est la quantité de matière d'une substance chimique contenant autant d'entités élémentaires chimiques qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone C612. Alors si je prends 12 grammes de carbone C612, je compte le nombre d'atomes de carbone qui se trouvent dans 12 grammes, alors ce nombre s'appelle une mole. Donc le nombre d'atomes qu'on trouve dans une mole, ce nombre s'appelle nombre d'Avogadro. Alors le nombre d'Avogadro, grand N égale 6,022 10 puissance 23. Donc dans une mole d'atomes de carbone, c'est-à-dire dans 12 grammes d'atomes de carbone, je trouve 6,022 10 puissance 23 atomes de carbone. C'est vraiment un nombre très énorme. Alors, je peux donc définir la mole pour n'importe quelle entité élémentaire. Lorsque je parle d'entité élémentaire, c'est tout ce qui appartient à l'univers atomique, qu'elles soient des électrons, des protons, des neutrons, des atomes, des ions, des molécules. Alors tout ça, ce sont des entités élémentaires, c'est-à-dire l'univers atomique. Donc si je prends une mole d'entité élémentaire, alors là, je trouve dans cette mole ce nombre d'Avogadro, 6,022 10 puissance 23. Mais il ne faut pas utiliser ce nombre pour des substances qui ne sont pas des entités élémentaires, par exemple des stylos. Alors si je prends une mole de stylo, ça va recouvrir toute la planète. Donc la mole ne va servir que pour les entités élémentaires qui appartiennent à l'univers atomique. Alors on utilise surtout la constante d'Avogadro. La différence entre la constante d'Avogadro, tout d'abord, regardez la notation, A Avogadro, et là, je n'ai pas mis le A, donc pour différencier, et la constante d'Avogadro a une unité, c'est-à-dire que j'ai 6,022 10 puissance 23 entités élémentaires par mole, donc mol moins 1. Alors là, j'ai une quantité de matière d'une substance chimique quelconque. Alors, qu'elle soit solide, liquide ou gaz. Alors, je peux la trouver par la relation. La quantité de matière d'une substance quelconque X, c'est le nombre d'entités élémentaires dans cette substance sur la constante d'Avogadro Na. Alors, si je compte le nombre d'entités élémentaires, je la divise par la constante d'Avogadro, là, je trouve la quantité de matière qui est en mol. Alors, exemple, calculer le nombre d'électrons qui se trouvent dans 0,125 mol d'électrons. Alors, 0,125 mol, c'est la quantité de matière d'électrons. Alors, on a la quantité de matière d'électrons égale nombre d'électrons sur Na. J'applique cette formule parce que les électrons, ce sont des entités élémentaires. Et de là, je trouve que le nombre d'électrons, c'est égal à la quantité de matière fois Na. Déjà, la quantité de matière, je l'ai 0,125. Je multiplie par cette constante d'Avogadro et je trouve 753 10 puissance 22 électrons. C'est vraiment un nombre qui est très énorme. Alors, deuxièmement, quantité de matière et masse. Alors, la quantité de matière d'une entité élémentaire est donnée par la relation la masse de cette entité sur la masse molaire de la même entité élémentaire. Bien sûr, en chimie, on utilise plutôt le gramme que le kilogramme, donc il faut utiliser le gramme parce que c'est plus pratique. Et la masse molaire, elle est en grammes par mol, c'est-à-dire la masse pour une mole d'entité élémentaire. Et là, c'est la quantité de matière. Par exemple, je veux calculer le nombre d'atomes de fer que l'on trouve dans 5 grammes de fer. Alors, on donne la masse molaire de fer. Si je prends une mole d'atomes de fer, je trouve que la masse molaire de cette mole d'atomes de fer, c'est 56 grammes. Donc, c'est 56 grammes par mole. Donc, on a quantité de matière du fer, j'applique cette relation, c'est la masse du fer sur la masse molaire du fer, égale le nombre d'atomes de fer sur, et là j'applique la première relation,
Alors de là, je peux trouver le nombre d'atomes de fer, c'est la masse du fer, fois la quantité de matière du fer, fois le nombre d'Avogadro sur la masse molaire du fer. Donc ainsi, le nombre d'atomes de fer, la masse du fer que j'ai, c'est 5 grammes, la constante d'Avogadro, c'est 6,022 10 puissance 23, la masse molaire, c'est 56, et ainsi je peux calculer ainsi le nombre d'atomes de fer que je trouve dans 5 grammes de fer. C'est un nombre énorme aussi, c'est 5,38 10 puissance 22. Alors, petit 3, densité. Alors, la densité d'un corps A de masse volumique ρA par rapport à un corps de référence, grand R, de masse volumique ρR, et le rapport densité de A par rapport au corps de référence, c'est la masse volumique de A sur la masse volumique du corps de référence. Alors, c'est un rapport de masse volumique. C'est la masse volumique du corps que je calcule sa densité par rapport au corps de référence, donc c'est ρ de A sur ρ de R. Elle est sans unité. Alors, si la densité est supérieure à 1, je vais dire que A est plus dense que R. S'il est inférieur à 1, je vais dire que A est moins dense que R. Alors, pour le corps de référence, alors pour les solides et les liquides, on va prendre comme corps de référence l'eau. On va toujours se repérer à l'eau. On va prendre comme référence l'eau pour les solides et les liquides. Alors, sachant que la masse volumique de l'eau est toujours voisine de 1000 grammes par litre, l'eau pure. Alors pour les gaz, on va utiliser comme corps de référence l'air. Alors là, c'est un gaz. ρ de l'air, c'est 1,3 g par litre, mais dans les conditions normales de température et pression, car les gaz vont se dilater avec la chaleur et se comprimer avec la pression. Donc les conditions de température et pression vont influencer la masse volumique de l'air. Alors ρ de l'air est égal à peu près 1,3 g par litre, seulement dans les conditions normales de température et pression. Alors, en utilisant donc ces données, je peux calculer la quantité de matière d'un corps X, quel que soit son état physique, solide, liquide ou gazeux. Alors, quantité de matière. La quantité de matière d'un corps X, solide, liquide ou gaz, c'est la masse sur la masse molaire. Alors, la masse, c'est la masse volumique du corps fois le volume. Mais la masse volumique, si j'appelle AX, c'est la densité de ce corps fois ρ du corps de référence. Donc je remplace ρ du corps X par sa densité fois la masse volumique du corps de référence. Je garde le volume et la masse molaire. Et donc cette formule, comme je viens de le dire, qui est valable pour les corps solides, liquides et gaz. La quantité de matière d'un corps X, c'est sa densité fois la masse volumique du corps de référence, c'est pas du corps X, c'est du corps de référence, c'est-à-dire c'est l'eau pour les corps solides ou liquides et l'air pour les corps gazeux, fois le volume du corps X sur la masse molaire du corps X. Alors on va traiter un petit exemple, calculer la quantité de matière d'acétone C3H6O qui se trouve dans 50 ml de ce liquide, sachant que sa densité est 0,784 à 25 degrés Celsius. Alors je vais utiliser cette formule de quantité de matière à partir de la densité. La quantité de matière d'acétone, c'est la densité de l'acétone fois la masse volumique du corps de référence, cette fois c'est un liquide donc c'est l'eau, fois le volume de l'acétone sur la masse molaire. Alors la densité c'est 0,784, la masse volumique de l'eau c'est 1000 grammes par litre, le volume c'est 50 millilitres que je vais convertir en litres, donc 50 10 moins 3. La masse molaire c'est C3, donc 3 fois 12, parce que le carbone sa masse molaire c'est 12, l'hydrogène c'est 1, 6 fois 1 ça fait 6, l'oxygène c'est 16, alors si je fais le calcul je trouve 0,68 mol. Alors en ce qui concerne la concentration,
Alors pour la concentration, on va trouver plusieurs termes. On parle de concentration molaire d'une solution, de concentration molaire d'une espèce dans la solution, de concentration massique. Alors on va voir tout ça. On va commencer donc par concentration molaire d'une solution. Alors une solution, vous savez bien qu'il est préparé à partir d'un soluté et d'un solvant. Ici, le soluté, je l'appelle A, de quantité de matière N de A en mol, que je vais dissoudre dans une solution et donc dans un solvant, et le volume total de la solution c'est VS, volume de la solution en litres. Par exemple, si je dissous un corps liquide dans un corps liquide, le volume total de la solution c'est la somme des deux volumes à peu près. Donc la concentration molaire de la solution ainsi préparée, c'est la quantité de matière N de A du soluté que j'ai dissous sur le volume total de la solution. Bien sûr, la quantité de matière en mol, le volume en litres, donc la concentration molaire d'une solution que je vais noter C, elle est en mol par litre. Alors, lorsque je dissous une espèce A dans une solution, alors dans la solution, il va se former plusieurs autres espèces. Par exemple, je dissous du NaCl, du chlorure de sodium. Dans la solution, je vais trouver les ions Na+, et les ions Cl-. Donc, je trouve dans la solution plusieurs espèces dissoutes, X, Y, Z, etc. Alors là, je m'intéresse à une espèce quelconque X et je parle de concentration molaire de l'espèce dans la solution, qui se trouve dans la solution. Alors je la note comme ça entre crochets, X entre crochets, c'est-à-dire la concentration molaire de l'espèce X dans la solution, qui se trouve dans la solution à ce moment. On parle aussi de concentration effective de l'espèce X en solution. Alors la concentration de X, c'est la quantité de matière de l'espèce X qui se trouve en solution sur le volume de la solution. C'est presque la même formule, mais là c'est la concentration molaire de la solution que j'ai préparée à partir d'un soluté. Et là c'est la concentration de l'espèce qui se trouve en solution X. Donc il y a une différence dans la notation. C'est N de X sur Vs, toujours en mol par litre, mol litre moins 1. Alors, on va s'intéresser maintenant au gaz. Alors, grand 2, cas des gaz. Premièrement, variable d'état d'un gaz. Alors, ce sont les variables qui définissent l'état d'un gaz. Alors, pour définir l'état d'un gaz, il faut certains paramètres, certaines variables. Alors, ces variables sont la pression, que je note P, la température θ en degrés Celsius, le volume, que je note V, et la quantité de matière. Alors, si je connais ces variables P, θ, V et N, je connais parfaitement l'état du gaz. Alors, ces variables ne sont pas indépendantes les unes des autres. Il y a des relations qu'on va voir, il y a des relations qui vont relier entre ces variables d'état. Alors, voyons la première relation, la loi de Boyle-Mariotte. Alors, ce sont deux chimistes, Boyle et Mariotte. Alors, l'expérience, on va voir donc l'animation. Alors, on va essayer de vérifier par cette animation la loi de Boyle-Mariotte. Alors, tout d'abord, le dispositif comprend une seringue dans laquelle j'ai placé quelques molécules d'un gaz parfait. Et la seringue est graduée, ainsi je peux connaître le volume du gaz à chaque instant. Et de même, je peux faire varier la température. Là, j'ai le choix d'une température faible, moyenne, élevée ou très élevée. Alors, tout d'abord, c'est quoi la pression? La pression provient du choc des particules sur les parois internes du tube. Ainsi, plus les chocs sont nombreux, plus la pression augmente. Alors là, c'est une animation tout simplement. Alors j'ai au départ 5 particules, j'ai cette pression de 924 hectopascales. Si je passe à 10, vous voyez bien que le nombre de particules a augmenté, donc le nombre de chocs a augmenté sur les parois internes du tube, ainsi la pression a augmenté, il a passé à 1848. Alors si je passe à 20, ça va encore augmenter, ça augmente jusqu'à
3696 hectopascales. Ainsi, plus le nombre de particules, c'est-à-dire plus la quantité de matière augmente, plus la pression augmente. Alors on va voir que la pression va être influencée aussi par la température, parce que la température agit sur le mouvement des particules, sur l'agitation thermique. Alors là, c'est une température moyenne. J'augmente la température, je passe à une température élevée. Alors vous voyez bien que l'agitation thermique a augmenté et la pression a passé à 7392. Alors pour toute cette expérience, je ne change pas le volume. Alors si j'augmente de plus en plus la température, je passe à une température plus élevée. Vous voyez que l'agitation moléculaire a bien augmenté et la pression aussi a bien augmenté. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va vérifier que pour une température donnée, je vais prendre une température normale, et pour un nombre de particules, c'est-à-dire pour une quantité de matière bien fixe, je vais vérifier que le produit de la pression fois le volume reste constant. Alors voyons pour ce début, nous avons le volume, je multiplie sans m'intéresser aux unités, donc je multiplie 53,8 fois 3719 hectopascales. Ça me donne à peu près 200 000. Alors 200 082, à peu près 200 000. Alors je vais diminuer le volume. Donc je diminue le volume, par exemple là. Alors rappelons bien que c'est 200 000. Donc je fais le produit 41,9 fois 4775. Ça me donne aussi 200 072, à peu près 200 000, 2 10 puissance 5. Alors, je diminue encore le volume. Alors, j'ai 31,3 fois 6383. Vous pouvez vérifier. Ça te donne à peu près toujours 1,99. 10 puissance 5, c'est à peu près 200 000. Alors, c'est toujours la valeur de 200 000. Donc, à température et quantité de matière constante, le produit PV est toujours constant. Le produit PV est toujours constant. Et c'est là la loi de Boyle-Mariotte. Alors, en conclusion de l'animation qu'on vient de voir, on peut dire que à température constante et le produit P fois V de la pression et du volume d'un gaz, d'une quantité de matière bien sûr constante d'un gaz est constant. Si je prends une quantité de matière bien définie à une température bien définie d'un gaz, alors le produit de la pression de cette quantité de matière fois le volume de cette quantité à température constante reste constant. Alors l'expérience montre que la loi de Boyle-Mariotte qu'on vient de citer, PV égale constante, n'est valable parfaitement que pour les faibles pressions, c'est-à-dire pour des pressions qui sont inférieures à 10 bars. Alors si je dépasse la pression 10 bars, cette fois, la loi ne reste plus valable. Le produit PV d'une quantité de matière constante à température constante n'est plus constant. Alors petit 3, le gaz parfait. Alors c'est quoi un gaz parfait? C'est un gaz qui va vérifier parfaitement la loi de Boyle-Mariotte, quelle que soit la pression. Alors, donc c'est un gaz parfaitement théorique, il n'existe pas, mais s'il existe, on va trouver que le produit PV est constant, quelle que soit la pression, même si je dépasse 10 bars. Alors, aucun gaz n'est parfait, c'est un gaz parfaitement théorique qu'on imagine. Mais on peut considérer un gaz réel comme le dioxygène, le diazote, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone. On peut les considérer comme des gaz parfaits s'ils sont loin des conditions de liquéfaction. Alors, les conditions de liquéfaction, c'est-à-dire les conditions pour les rendre liquides, pour passer de l'état gazeux
à l'état liquide, la température et la pression pour les rendre liquides. Donc si tu es loin des conditions de liquéfaction, c'est-à-dire des conditions qui rendent le gaz comme liquide, alors dans ce cas, tu peux considérer le gaz réel comme gaz parfait. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour la suite. Alors, petit 4, l'équation d'état d'un gaz parfait. On va s'intéresser maintenant au gaz parfait. Alors, petit a, l'équation d'état. Alors déjà, cette loi de Boyle-Mariotte PV égale constante, c'est une loi qui va relier entre la pression et le volume. Nous, on veut trouver une loi qui va relier entre les 4 variables d'état. C'est ce qu'on appelle l'équation d'état d'un gaz parfait. Elle est valable pour les gaz parfaits. Alors, le produit PV égale N fois R fois T. Alors, bien sûr, P, c'est la pression du gaz. V, alors la pression en système international, elle est en pascal. 1 pascal, c'est 1 newton mètre moins 2 parce que la pression, c'est la force sur la surface. Donc 1 newton mètre moins 2, c'est le pascal si j'utilise le système international. Mais en pratique, on peut utiliser le bar. Le bar, c'est 100 000 pascal, 10 puissance 5 pascal. Et l'atmosphère, c'est à peu près le bar, mais ça dépasse un peu. C'est 101 325 pascal. Et c'est aussi 76 cm3. Je peux définir l'atmosphère aussi en cm3. C'est une nouvelle unité de pression. C'est une atmosphère, c'est 76 cm3. Si vous voulez le cm3, combien de pascal, vous divisez par 76, vous trouvez la valeur en pascal du centimètre mercure. On peut dire aussi 760 mm mercure. Alors ça, c'est pour la pression. Alors pour le volume, c'est le volume du gaz, bien sûr. Alors, en système international, le volume il est en mètres cubes, mais en pratique, je peux utiliser le litre ou le millilitre. Alors le litre, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes, parce qu'un mètre cube contient 1000 litres, donc le litre, c'est 10 moins 3 mètres cubes, et le millilitre, c'est aussi le centimètre cube. Alors, N, c'est la quantité de matière du gaz, elle est toujours en moins. Alors, T, c'est la température absolue. Alors, ce n'est pas la température en Celsius, mais cette fois, elle est en Kelvin. Alors, la température, je ne dis pas degré Kelvin, mais je dis Kelvin, elle est en Kelvin. Alors, la différence, c'est que la température absolue est toujours strictement supérieure à 0 Kelvin. Alors, le 0 Kelvin, ça n'existe pas. Je ne peux pas arriver jusqu'au 0 Kelvin. Alors, lorsqu'on arrive et on s'approche du 0 Kelvin, alors là, l'agitation moléculaire, l'agitation thermique cesse et il n'y a plus d'agitation thermique. Alors donc, la température absolue, elle est reliée à la température en degrés Celsius par cette relation T en degrés en Kelvin et la température en degrés Celsius plus 273,15. Par exemple, si j'ai la 20 degrés Celsius en Kelvin, ça va me faire 293,15 Kelvin. Donc, pour convertir le Celsius en Kelvin, il suffit d'ajouter 273,15. Alors, il reste R, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la constante des gaz parfaits. Alors, on va s'intéresser maintenant à la constante des gaz parfaits. Alors, pour trouver la constante des gaz parfaits R, on va utiliser la loi des gaz parfaits, PV égale à nRT, donc R égale à PV sur NT. Alors, cette constante, puisqu'elle est toujours la même, il suffit de prendre des conditions bien connues pour la calculer. Alors, on sait que le volume molaire V0 égale 22,414 litres par mol, c'est plus de précision. D'habitude, on apprend 22,4, mais pour plus de précision, c'est 22,414 litres par mol, c'est-à-dire G, 22,414 litres pour N égale à 1 mol. C'est le volume molaire, volume pour 1 mol. Et ceci dans les conditions normales de température et pression, c'est-à-dire à la température 0 degré Celsius et sous la pression en atmosphère. Donc je remplace P par en atmosphère, donc je travaille dans le système international. En atmosphère, c'est 101 325 pascal.
Le volume, c'est 22,414 litres. Donc, pour la convertir en mètres cubes, je multiplie par 10 moins 3. Et N, c'est puisque le volume molaire, c'est le volume d'une mole. Et la température, c'est 0 degré Celsius plus 273,15, ça fait 273,20. Alors, en faisant le calcul, je trouve que la constante des gaz parfaits, c'est 8,314. Alors, j'ai utilisé le pascal fois le mètre cube, mol moins 1, Kelvin moins 1. Et on verra dans les cours prochains de physique que le produit pascal mètre cube, c'est une unité du joule. Donc, c'est une unité d'énergie, c'est le joule. Donc, je peux dire que R, c'est 8,314 joules. Joule, ça remplace pascal fois mètre cube. Mol moins 1, Kelvin moins 1. Alors, il faut utiliser cette valeur 8,314 lorsqu'on travaille dans le système international. C'est-à-dire, dans ce cas, il faut prendre la pression en pascal, le volume en mètre cube, bien sûr la quantité de matière en mol et la température en Kelvin. Alors, en pratique, parfois, on n'utilise pas le système international, on utilise directement l'atmosphère. Alors, donc, à l'atmosphère, c'est 1. Pour le volume, on va utiliser seulement le litre, donc je laisse 22,414 litres. La quantité de matière, c'est une mole, et la température, c'est 273,15 Kelvin. Alors, si je fais le calcul, je trouve 0,082. Alors là, c'est atmosphère fois litre divisé par mol fois Kelvin. Atmosphère, litre, mol moins 1, Kelvin moins 1. Mais lorsque vous travaillez, c'est toujours la même constante, mais avec d'autres unités. Mais si vous travaillez avec ces nouvelles unités, les unités pratiques, alors là, il faut toujours prendre la pression en atmosphère, ça se voit ici, le volume en litres, la quantité de matière en mol et la température en Kelvin. Alors ça, c'est pour la constante des gaz parfaits. Donc, vous voyez bien que ça dépend de l'unité les unités que vous utilisez. Petit 5, application. On va commencer par le volume molaire. Alors, c'est quoi le volume molaire? C'est le volume d'une mole d'un gaz parfait. Alors donc, selon la relation PV égale à nRT, il faut prendre N égale à 1 pour avoir le volume molaire. Donc, le volume molaire, ça sera RT sur P. Alors, il s'exprimera en mol par litre. Par exemple, si je veux calculer le volume molaire d'un gaz parfait à la température 30 et la pression 2 atmosphères, alors j'applique la relation volume molaire égale à RT sur P. Donc je travaille avec, puisque c'est atmosphère, donc je vais travailler avec 0,082. Donc 0,082, la température 30 plus 273,15, je divise par 2 et je la laisse en atmosphère parce que j'ai pris la valeur de R qui contient l'atmosphère, ainsi j'aurai aussi le litre. Donc si je fais le calcul, j'aurai le volume molaire 12,4 litres par mol, c'est-à-dire le volume de n'importe quel gaz considéré comme gaz parfait est de 12,4 litres pour une mole. Alors, petit b, quantité de matière d'un gaz. Alors, on a la relation, la loi des gaz parfaits, PV égale à nRT, et on a la nouvelle relation pour N égale à 1, P fois volume molaire égale à RT. Alors, je divise la première relation par la deuxième. Alors là, j'ai V sur Vm égale à N, donc la quantité de matière d'un gaz. Alors, cette relation n'est valable que pour les gaz, c'est le volume du gaz sur le volume molaire. Alors, petit c, masse volumique d'un gaz. Alors, je sais que la masse volumique d'un gaz, ρ, c'est la masse sur le volume. Alors, la masse, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Je divise toujours par le volume. La quantité de matière, je la remplace par la loi des gaz parfaits, c'est PV sur RT. Et je laisse M et V. Ainsi, je peux simplifier par P. Et j'aurai la relation. La masse volumique d'un gaz, c'est la pression du gaz fois la masse molaire du gaz sur la constante des gaz parfaits ou la température. Ainsi, je vois bien que la masse volumique d'un gaz va dépendre des conditions de température et de pression. Donc, ça va changer avec la pression et avec la température. Bien sûr, si la pression augmente, ρ augmente. Si la température augmente, ρ va diminuer. Alors, on va faire comme application la masse volumique de gaz dioxyde de carbone à la pression égale à l'atmosphère et la température
45. Alors, ρ égale la pression, donc je vais prendre 0,082, donc je laisse l'atmosphère, donc 1 atmosphère. La masse molaire, c'est 12, l'oxygène, c'est 16 fois 2, 32, plus 12, ça fait 44. Sur R, 0,082, la température, c'est 45, plus 273,15, ça nous donne 1,69 grammes par litre. Dans chaque litre, je trouve 1,69 grammes de CO2, mais à ces conditions, sous la pression atmosphérique normale et la température 45 degrés Celsius. Petit d, densité d'un gaz. Je sais bien que la densité d'un gaz se calcule par rapport à l'air. C'est la masse volumique du gaz sur la masse volumique de l'air. Mais on vient de voir que la masse volumique d'un gaz, c'est P fois la masse molaire du gaz sur RT. De même pour l'air, P fois la masse molaire de l'air fois sur RT, parce que c'est un gaz. Alors là, je simplifie par R, par T et par P. Et ce qui reste, c'est que la densité d'un gaz par rapport à l'air, c'est la masse molaire du gaz sur la masse molaire de l'air. Mais dans les conditions usuelles dans lesquelles on travaille habituellement, la masse molaire de l'air est à peu près de 29 grammes par mol. Donc, dans les conditions usuelles que l'on utilise, on peut donc utiliser cette formule de densité, c'est la masse molaire du gaz sur 29. Alors ça va nous permettre de savoir si le gaz est plus dense ou moins dense que l'air. Alors si sa densité est supérieure à 1, il est plus dense que l'air, donc plus lourd, donc il descend en bas. Alors si sa densité est inférieure à 1, comme le gaz d'hydrogène, alors il est moins dense que l'air, donc il va remonter. Alors on va faire cet exemple. On va calculer la densité des gaz dichlore et hélium et on donne la masse molaire de l'hélium et la masse molaire du chlore. Pour l'hélium, c'est 4 grammes par mol et pour le chlore, c'est 35,5 grammes par mol. Alors, comment doit-on tenir un tube à essai, contenant ces gaz pour qu'il ne s'échappe pas du tube? Alors, pour l'hélium, la densité de l'hélium, j'applique la formule, la masse molaire sur 29. Masse molaire de l'hélium sur 29, c'est-à-dire 4 sur 29, c'est 0,138, c'est inférieur à 1. Donc c'est un gaz léger et il va remonter vers le haut. Donc il faut tenir le tube de cette manière. Il faut l'ouverture vers le bas, ainsi le tube, l'hélium ne va pas s'échapper du tube. Alors parce qu'il est moins dense que l'air. Alors pour le dichlore, la densité du dichlore, c'est la masse molaire du dichlore, c'est Cl2 sur 29, donc les 2 fois 35,5, ça fait 71. Sur 29, ça fait 2,45. C'est supérieur à 1. C'est un gaz lourd, plus dense que l'air. Donc, le dichlore est plus dense que l'air. Et il faut tenir le tube de cette manière pour qu'il ne s'échappe pas du tube.